Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Mesdames et messieurs, bienvenue à un épisode très spécial de la Triple Menace, une émission 100% dédiée au perron d'église, une émission 100% dédiée à répondre à vos questions ou même vos prédictions les plus folles. Donc, non, ce sera pas la même approche par rapport à l'actualité qu'on fait d'habitude, mais on va jaser. Ça va être une conversation, attendons les gars, de perron d'église. Une discussion de balcon, les chaises blanches en plastique et votre table pliante grise préférée sont du rendez-vous. Prenez-vous un petit verre rouge jetable qui, on va se dire, ils sont toujours utiles pour être utilisés pour des petits parties puis des petites joutes de beer pong, mettons. C'est toujours utile avec ça. Soit dit en passant, ben, la triple menace, bien que ce soit un épisode spécial, ça ne veut pas dire qu'il y a un changement d'effectif. Parce qu'on est toujours là, les trois, ensemble. Moi-même, Emilio Constanza, accompagné de Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget. On s'approche du début des classes. Donc, je sais que Félix, c'est quelque chose qui a très hâte. On est une semaine de plus près. Et en attendant que tout ça arrive, ben, j'espère que vous allez passer une bonne petite émission avec nous. On a déjà une bonne prédiction pour commencer l'émission, puis nos amateurs de F1 seront contents. On commence ça en grand avec nul autre que Lewis Hamilton comme sujet. Donc, c'est une prédiction, pour commencer, qui nous vient de Mathieu Vachon, qui lance, et je cite, « Lewis Hamilton sera en mesure de remporter sa 8e couronne de champion du monde avec Ferrari au cours de ses 3 années de contrat, soit 2025, 2026 et ou 2027. On commence avec des grosses prédictions. Certains diront dans la bonne langue anglaise un hot take. Où est-ce qu'on se positionne là-dessus par rapport à Lewis Hamilton avec Ferrari et la possibilité d'avoir une nouvelle couronne de champion du monde? Écoute, moi, je vais y aller en premier là-dessus. J'aime la prédiction. Je trouve que c'est comme je le dis, c'est un peu une prédiction audacieuse dans le sens où on l'a vu dans les dernières années, c'est pas exactement facile pour Ferrari. Là, on amène Lewis Hamilton qui va compétitionner avec Charles Leclerc. On essaie de miser sur un gros duo de pilotes chez Ferrari. Est-ce que je crois nécessairement que Lewis Hamilton va y arriver? Ça se veut pas, mettons, ça se veut pas une insulte contre lui ou quoi que ce soit. Je pense juste que maintenant, on voit tellement que le groupe de tête s'est resserré. Red Bull est là, McLaren est là, Mercedes est là. Puis en ce moment, on sent que Ferrari est peut-être un peu à la traîne sur ces 3 écuries-là qui vont vraiment, vraiment bien depuis quelques semaines. Un petit peu plus difficile pour Ferrari, mais clairement, le potentiel est là. Ça fait en sorte qu'avec Ferrari, Hamilton va quand même s'assurer d'avoir une place parmi l'une des meilleures écuries. Donc, va rouler en avant du peloton. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de compétition. Ça pourrait avantager une équipe comme Ferrari si les 3 autres s'entretuent un peu entre guillemets, dans le sens où si on se vole des points, il n'y a pas une équipe qui est en avance sur tout le monde. Mais j'aime ça, j'y crois peut-être pas nécessairement. Je pense que ça va être difficile parce que la compétition est très relevée. Mais c'est pas impossible non plus parce que justement, on a une équipe chez Ferrari qui va être quand même de qualité et tout. Puis on va toujours être compétitif chez Ferrari. On n'est jamais complètement hors du portrait. Est-ce que ça va nous mener à un championnat pour Hamilton? Je ne sais pas. Mais j'aime le duo de pilotes qu'on construit là-bas. Puis j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner au niveau de la dynamique là-bas dans les prochaines années. Surtout que, tu sais, Lewis Hamilton, on l'a comme passé un peu sous le tapis cette année parce que, comme tu dis, il y a Max Verstappen, il y a George Russell, il y a Lando Norris, il y a McLaren qui s'est rentré dans le pack. Et Dieu merci, Sergio Perez connaît toutes les difficultés du monde parce qu'on aurait un autre qui passerait devant peut-être dans la hiérarchie F1 devant Lewis Hamilton. Mais on voit que le gars, il a encore du talent. Le talent est encore là. Puis, oui, 100%. Parce qu'on l'a vu, remporte le Grand Prix d'Angleterre, passe quasiment proche d'en gagner un 2e de suite. Ben, en fait il a gagné le dernier Grand Prix parce que George Russell a été disqualifié. Ouais, c'est vrai. Théoriquement, il a gagné. Ouais.
En tout cas, dans les livres d'histoire, jusqu'à preuve du contraire, ce sera lui qui sera retenu pour cette victoire-là. Mais c'est parce que Ferrari, ça fait un bout. Ça fait un bout qu'on attend. Il y a du côté de l'Italie puis de Saint-Léonard à Montréal, on attend un premier titre de constructeur depuis un méchant bout, là. Ouais. Est-ce que c'est dans les trois... Est-ce que dans les trois prochaines années, en fait, la prédiction est la suivante. Est-ce que Ferrari va get their shit together dans les 3 prochaines années? C'est à suivre parce que vraiment, cette année, vous avez parlé d'une compétition qui est féroce, mais on s'entend que la grosse bête de circuit-là reste Verstappen avec... Ouais. Puis, juste à regarder le classement pour cette saison, Verstappen est loin en avant de la compétition avec 277 points. Ils sont plus proches, poursuivant, qui est Lando Norris avec 199. Puis Hamilton, là-dedans, il est 6e. Est-ce qu'il est capable vraiment de remonter la pente et d'aller chercher une couronne pour les 3 prochaines saisons? Je suis peut-être un peu plus sceptique que vous autres là-dessus, mais je ne suis pas confiant. Ouais. Je pense qu'il va être compétitif. Je pense qu'on va le voir parmi ce top 5-là, peut-être même top 3 certaines années. Puis tu l'as dit, le talent est encore là. Puis il va toujours être là. Je pense pas que c'est un des plus grands de l'histoire. Puis je pense tu peux pas ignorer le talent de ce gars-là. Mais j'ai de la misère à voir Ferrari être capable de lui donner l'auto qui va être capable de l'amener jusqu'au bout. Tu sais, mettons que les repères cognitifs, c'est un peu plus long avant qu'ils se perdent. Ouais. Ça se perd pas mi-fin trentaine. Là. Puis surtout, Charles Leclerc va pas être le genre de coéquipier qui va laisser passer Hamilton. Lui aussi va vouloir gagner. Lui aussi il veut un premier. Il cogne à la porte en maudit. Là. Il cogne la porte. Puis, tu sais, j'essaie de trouver la statistique depuis tantôt. La dernière fois que Ferrari a gagné un championnat des constructeurs en F1, Barack Obama venait de rentrer comme président des États-Unis en 2008. Ouais, c'est l'année, c'est Kimi Räikkönen gagne le championnat des pilotes aussi, je pense. Il me semble que c'est... Ou c'était 2007, Räikkönen. 2007, c'est Räikkönen. Ouais. Fait que, tu sais, tu as passé toute l'administration Obama puis toute l'administration Trump et Joe Biden à ne pas gagner un championnat des constructeurs. Et là, tu espères en gagner dans les 3 prochaines années pour envoyer Hamilton à la retraite comme étant possiblement le GOAT of all time de la F1. C'est un pléonasme, ça, Pop, the GOAT of all time. Oui, non, c'est ça. Hein? C'est super bien l'exécution. Comme on dit, j'ai nailed des Apex avec tabarnak, Pop. Excusez-le, pardon, je t'en forme à soir. Non, vraiment. Donc, mot de la fin, Félix... Es-tu vendu sur l'idée de Matthew? Je vais dire non. Je pense qu'il va se battre pour, mais je pense que, tu sais, Verstappen et tout, puis de Norris, les McLaren vont être là, Red Bull vont être là. Il va peut-être avoir des chances, mais je pense qu'au final, il y a trop de compétition, puis je pense que Ferrari ne donnera pas l'auto nécessaire pour aller gagner ce 8e titre de championnat des pilotes. Là. Pop, es-tu vendu sur l'idée de Matthew? Je pense que un championnat pour Ferrari dans les 3 prochaines années, je pense que ça va prendre un alignement des planètes parfait. Tu sais, un genre de Brown Grand Prix au début des années 2010, là, qui avait gagné, qui était l'écurie dominante pendant 1 an. Moi, je pense que ça va être un genre de choses-là qui va arriver. Ils vont être dans le mix, ils vont être dans la course, peut-être jusqu'à la toute fin. Mais si, mettons, McLaren n'était pas aussi en progression comme on le voit dans les derniers mois, j'aurais peut-être donné un petit edge pour Ferrari, mais là, je pense qu'on rentre vraiment dans le McLaren era, là, vraiment, en Formule 1 dans les 3 prochaines. C'est vraiment pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Pour citer une émission très populaire, Mathieu, on va devoir refuser ton offre de manière unanime. Et ce qui m'amène un peu à la prochaine question, parce que ça, c'en est une, je crois, qui va être unanime. La prochaine qui nous vient de Jérémy Macias, qui pose la suivante. Selon vous, quelle ligue entre la Ligue nationale de hockey et la NBA, ainsi que quelle équipe a donné le meilleur spectacle durant les séries éliminatoires de 2024? Mio, est-ce que je peux me permettre un caveat sur cette question-là? Vas-y donc. Parce que en septembre, bientôt, ça va faire déjà un an que la triple menace existe. Oui. Puis, on a déjà fait un cycle complet des 4 sports éliminatoires. Fait que je rajouterais peut-être NFL puis la MLB dans la question. Okay.
Bon, OK. J'aime ça. Si on rajoute ça, OK? Chacune d'entre elles m'ont donné du bon spectacle, OK? Mettons, on met ça large pour en donner un petit peu à tout le monde. Au niveau du football, autant que le résultat n'est pas celui que je souhaitais, celui qu'on a tous prédit aussi au passage, parce qu'il y a un an aussi, on a tous prédit que les Chiefs allaient gagner, puis c'est arrivé. On peut sortir le tape. Le tape dans mon ordinateur, je peux le ressortir quand tu veux. Le tape est disponible sur votre plateforme de balado préférée, mais la NFL, ça a toujours été excitant. Il n'y a pas vraiment une saison, mis à part, c'était quoi, 2018, celle que les Patriots ont gagné contre les Rams, ça, me dire, le Super Bowl. C'était super cool, ce Super Bowl. C'était un Super Bowl défensif. L'aspect incroyable n'était pas là. Mais bon, la NFL, si on veut élargir, a été ce qui a été de plus excitant pour moi en 2024. Au baseball, bien que j'ai moins suivi, les Diamondbacks de l'Arizona m'ont vendu du rêve. Ils ont été très fun à regarder puis voir comment Félix est embarqué sur ce train-là. Ouais. La NBA, de loin, je crois, les séries qui ont été les plus décevantes de la dernière année. Les Dallas, je fais toujours ça. Toujours ça. Les Mavericks de Dallas ont été super excitants à voir. Mais les séries éliminatoires qu'on a eues de la Ligue nationale de hockey ont été quelque chose d'autre. Et ça s'est couronné par une finale quasiment historique, dans laquelle les Oilers d'Edmonton ont failli remonter de 0-3, mais étaient à un seul but d'égaliser ça et peut-être mettre la main sur justement une Coupe Stanley, une première depuis belle lurette. Là. Je veux dire, même Pop n'était pas né la dernière fois que c'est arrivé. Là. Non, effectivement. Mais Mio, je te rajoute un point, par exemple. Vas-y donc. Si les Panthers décident, sais-tu quoi? On va finir 104, on va pas laisser l'anguiner. Est-ce que la Ligue nationale aurait eu les meilleures séries? Je ne crois pas. C'est ça, je ne crois pas, mais c'est vrai, ouais. Elle ne serait certainement pas dernière. Ça, c'est sûr. C'est certain. Les séries éliminatoires ont été le fun. Les match-ups en tant que tels ont été le fun. Peut-être pas autant de match-set qu'on aurait voulu, mais il y a toujours cette atmosphère lourde dans un match de hockey, de séries éliminatoires qui a été présent du début à la fin, chose que je n'ai pas eu en NBA lorsque je voyais les Celtics jouer. Shout-out à eux, la meilleure équipe au basketball. Mais ce n'est pas ce que j'ai eu. Le plus proche que j'ai eu de ça au basketball, c'est en regardant les Mavericks jouer contre les Timberwolves un peu plus tard dans cette série et les Timberwolves contre les Nuggets aussi. Ça, c'est le meilleur basketball que j'ai eu à date, ces séries-ci. Mais puis les Knicks Pacers aussi, juste parce qu'ils ont un petit peu d'histoire, ces deux affaires-là, ces deux franchises-là. Mais avec beaucoup de blessés du côté des Knicks. Mais à part de ça, je crois quand même que la LNH a quand même donné un meilleur produit. Je vais donner... Puis la LNH est assurément dans mon top 2. Je pense que la MLB, c'était le fun, les Diamondbacks et tout. Puis tu as eu beaucoup de surprises dans ces séries-là. Puis j'adore le baseball de série. Je suis un gros Félix, fan. Une surprise qu'on n'a pas aimée, par contre, en tout cas, je parle de moi, là, avec la casquette que moi, j'ai adoré. Je sais que tu as aimé ça. Fait que va chier, mais la panne des Blue Jays, ça m'a tellement débuzzé pour les séries éliminatoires, c'est imbécile. Puis, excuse-moi, Félix, je te relaisse la parole d'être après, mais les Phillies, j'ai fucking aimé ça les regarder jouer. Oh non! J'ai aimé mieux quand les Diamondbacks les ont éliminés, moi, tu vois. Mais non, mais tu sais, les Diamondbacks, c'est le fun et tout. Puis même les Rangers, que personne n'attendait vraiment en finale, qui ont réussi à se rendre en série mondiale et ont réussi à se rendre là. La NBA, tu l'as dit, les Timberwolves aussi, moi j'ai adoré suivre mes Timberwolves, mais dans l'ensemble, c'était des séries profondément ordinaires. Tu as eu la série Timberwolves Nuggets, mais honnêtement, tout le reste a été vraiment ordinaire. Puis, pour moi, ça, c'est 3 et 4 dans l'ordre, dans le désordre. J'aurais MLB 3 et NBA 4. Fait que pour moi, ça se joue entre la LNH et la NFL. Puis, j'adore le principe des 4 de 7. Je trouve que c'est vraiment le fun et tout, mais pour moi, il y a un petit quelque chose dans le fait que c'est un match éliminatoire à chaque fois. Puis, il faut que tu sois là. Puis, il y a quelque chose que j'aime. Puis, les séries de la NFL, je les ai particulièrement aimées. Tu sais, juste en première ronde, le duel Rams-Lyon avec Matthew Stafford contre Jared Goff contre leur ancienne équipe. C'était tellement le fun. Puis, le Super Bowl, on a eu un super bon Super Bowl entre les Chiefs et les 49ers. Il y a eu des bons matchs partout dans ces séries-là de la NFL. Moi, je vais donner le petit avantage de la NFL pour ça parce que, tu l'as dit, il y a une intensité dans les matchs de la LNH et tu as complètement raison, mais la NFL, tu as un match. Un match pour prouver que tu es une meilleure équipe que l'autre équipe qui est dans l'avant de toi. Puis
pour moi, ça va toujours avoir juste une petite affaire que, par rapport à la LNH, par exemple, je donne le petit avantage juste pour cette raison. Mais tu sais, tu peux pas manquer le match. Tu dis, tu sais, tu peux. Mettons là, OK? Je me suis organisé une soirée avec des amis aussi. On va regarder le match numéro 7. Parfait. Mais tu sais, il n'y a pas de soirée, on va regarder le match 1, le match 2, le match 3. C'est. Voilà. Ah, ben, il y a le match à soir. Il y a le match numéro 4 à soir. Ça donne que, tu sais. Ouais. Mais au football, tu ne peux pas manquer le match. Puis je pense pas. Tu peux ne pas te présenter. Donc, Pop, de ton côté, est-ce que tu es comme un Captain America qui fait face à toute cette armée qui est Félix et moi, ou est-ce que tu fais de toi un Kevin Durant puis tu rejoins le côté obscur? Pour répondre à cette question-là, je rejoins toujours le côté obscur, peu importe ce qu'on me demande. Mais, OK, NBA 4, puis même si les séries avaient été un petit peu plus intéressantes, je regarde moins la NBA que les 3 autres. Fait qu'il y a peut-être déjà un petit biais à ça, mais là, c'est sûr que... Tu peux le mettre 4, genre, on va pas se battre là-dessus. Non, c'est ça. Un affaire qui est vraiment underrated, mais tu sais, ça, c'est entre nous autres. Là, puis surtout entre moi et Félix, c'est la session annuelle où ce qu'on dit les pires atrocités quand les Dodgers se font éliminer des séries. Ah oui. Quand les Dodgers se font éliminer des séries, le group chat entre nous autres, ça devient violent. Ça devient extrêmement violent. Ça parle caca tout le long de la soirée. Puis on sait que ça va arriver parce qu'on sait, un moment donné, ça va arriver cet automne. Les Dodgers vont l'échapper. Et félicitations, vous venez de gagner la Série mondiale en disant ça. Mais ce que je vais donner un peu le edge pour le numéro 1, puis je vais mettre la NFL numéro 1 pour une seule et unique raison. Mais en fait, j'en ai 2, mais il y en a une, c'est vraiment plus personnel parce que j'ai retrouvé un certain amour pour la NFL cette année. Mais c'est Taylor Swift, t'as raison, c'est Taylor Swift. Pas puis trip sur Taylor Swift depuis le début. Ben en fait, c'est un peu ça où je m'en allais. C'est que toutes les affaires de Taylor Swift puis de toute son association avec les Chiefs de Kansas City ont tellement ravivé de la haine sur les médias sociaux. C'était quasiment... non, mais c'est vrai. Tu pouvais pas passer un moment sur Twitter puis que genre... Il y avait du monde, tu sais, comme dans Yosemite Sam, dans les Looney Tunes, quand il lance son chapeau à terre. C'était à peu près ça quand les Chiefs faisaient de quoi sur le terrain. Tout le monde était en sacrament et Dieu que c'était divertissant. Moi, ça l'a tellement ravivé une certaine flamme chez les partisans que maintenant, je vois des sketchs sur Internet dans la peau d'un stagiaire chez ESPN. Comme, hey, tu sais quoi, il y a vraiment ça qui est passé. Non, Taylor Swift est au match. Assure-toi de mettre le plus de faits saillants qu'on voit Taylor Swift possible. OK, mais non, mais attends un petit peu, mais c'est parce que Travis Kelce est sur le... Il y avait juste ça autour de la NFL cette saison. Il y avait une guerre culturelle sur les médias sociaux à cause que... Et juste pour ça, le Super Bowl cette année était absolument délicieux. Et la performance de Usher aussi, soit dit en passant. Je fais juste encore ça. T'es un des rares. Regarde mon âge. Regarde mon âge. Je pense, c'est ça. Je pense qu'on l'a là-dessus. Mais je pense qu'on peut se dire quand même de manière unanime que la NBA n'a pas été le plus populaire. Puis que la NFL, comme sa représentation dans l'écosystème sportif américain, demeure roi. Le petit dernier commentaire que je vais dire, c'est que la LNH, cette année, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de prolongation cette année dans les séries de la LNH. Mais semble je trouvais qu'il y en avait... Oui, c'est vrai. Je pense qu'il n'y en avait pas... Je me souviens plus du nombre exact, mais je sentais qu'il y en avait moins cette année. Fait que peut-être ça aurait peut-être une petite raison pourquoi je le mets 2 au lieu de 1. Les gars, je vais rester avec vous parce que la prochaine question est assez étrange. Puis j'espère que vous êtes prêts pour ça, parce que c'en est une de baseball-ish qui nous provient de Producer Oli qui demande « Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans. C'est quoi les Savannah Bananas? » Donc les bananes de Savannah. Puis là, j'imagine qu'on parle de Savannah, Géorgie d'ailleurs. Oui. Parce que je suis un gros fan de Outkast, donc je connais bien Savannah, Georgia. Écoute, les Savannah Bananas, la meilleure façon que je peux les comparer, c'est du baseball spectacle. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est du baseball qui est vraiment plus spectacle que du sport en tant que tel.
C'est pas la même chose, mais c'est un peu le principe des Harlem Globetrotters, un peu, si vous voulez, dans le sens où le sport est un peu un prétexte pour donner un show, puis tu sais, c'est surtout ça, puis c'est une organisation qui se prend pas trop au sérieux, tu sais, qui sait qu'elle est là pour faire rire, pour divertir et tout, puis on y va souvent de trucs un peu, comment dire, qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas monnaie courante dans le monde du sport. Tu sais, mettons, un gars qui se met à lancer sans regarder, un gars qui jouait sans premier but. Il y a un dude qui joue au baseball sur des échasses! Ouais, des trucs complètement normaux que tu vois dans littéralement tous les matchs de baseball, là. Mais tu sais, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est qu'on... Moi, je trouve ça drôle. J'ai pas de là à écouter tous les matchs, non, là. Mais tu sais, de temps en temps, c'est quand même drôle de voir que ces gars-là se prennent pas au sérieux, sont vraiment là pour divertir, donner un show, puis faire en sorte que le sport soit amusant. Au final, c'est ça, tu regardes un match pour être diverti et tout, puis évidemment, ils sont pas là pour la performance sportive, mais t'as quand même du fun quand tu regardes ça, puis pour ça, moi, je trouve que c'est une belle affaire quand même, puis les gars, honnêtement, sont innovants. Pour vrai, je vais leur donner ça. C'est vraiment innovant ce qu'ils font. À la lumière des informations que Félix nous a données, Pop, je vais avoir une petite question pour toi. Tu vas me faire un classement hockey. Chacun des 4 grands sports américains avec sa contrefaçon spectaculaire. Tu vas devoir me classer les 4 suivants. Whatever ce que c'est, les Savannah Bananas, la XFL, les Harlem Globetrotters, puis la LNAH. Mais encore là, la LNAH, c'est pas c'est du spectacle, c'est du spectacle. C'est moins que ça a déjà été. Non, écoute, c'est un gros préjugé, puis oui, je comprends que tu t'en vas avec ça, mais écoute, je viens de Thetford Mines. Ça fait depuis que je suis né qu'il y a une équipe professionnelle de la LNAH chez nous. Fait que, tu sais, j'ai grandi à travers les époques de ce genre d'affaires-là. Fait que, tu sais, je le vois aujourd'hui que c'est plus comme c'était. Mais tu sais, je comprends qu'au début des années 2000, c'était un show. Je comprends que c'était un show. Pas tu trades ton âge. Ben oui. Constamment. Je trade constamment. Mais pour vrai, tu sais, l'Arena Football, la XFL, tout ce qu'on essayait de faire, je pense que ça avait vraiment quelque chose de potentiel dans le sens que essayer de répliquer une version spectacle d'une game de football, regarde le Pro Bowl, on est incapable de rendre ça intéressant. Fait que, mais intéressant, oui? De la glu puis du Bob l'éponge. Ah ben oui. Bon. Mais c'est pour la télé. Mais c'est pour la télé. C'est un spectacle. Oui, ok. Mais écoute, si mettons vous voulez vraiment un aperçu, c'est quoi les Savannah Bananas? Parce que oui, ils jouent au baseball, mais ils jouent une version de baseball complètement fuck all. Mais je vais juste vous donner quelques règles qu'on retrouve dans un match des Savannah Bananas. Premièrement, une game ne dure jamais plus de 2 heures. Fait que déjà là, pour la famille, c'est après 2 heures, ils disent c'est correct, on arrête ça. Puis, à moins qu'il y ait une égalité, après 1h50, ils jouent dernière manche. Après 1h50, c'est égalité, mais après 2 heures, c'est terminé. Tu peux pas faire d'amorti-sacrifice. Le bunt, c'est illégal. Les buts sur balle n'existent pas non plus dans les Savannah Bananas. Puis un frappeur peut même voler le premier but si ça y tente. Si, mettons, le receveur échappe un lancer, il peut décider c'est quoi, mon courir jusqu'au premier but, je vais essayer d'être. Pas juste à 2 prises, parce que dans le vrai baseball, tu peux faire ça quand il y a 2 prises, mais tu peux le faire quand tu veux dans le match de Savannah Bananas, n'importe quand. Puis il y a aussi la règle du Golden Batter, ça veut dire que n'importe quand dans le match, qu'il y ait un retrait, 2 retraits, première, 7e, 4e manche, un gérant peut arriver. C'est quoi? Je veux ce joueur-là maintenant. Même si c'est pas son tour de frapper, je veux ce joueur-là maintenant. Fait que, tu sais, t'arrives en fin de match, puis tu essaies de gagner, puis t'as les Yankees, les gens, sais-tu quoi? Je veux Aaron Judge drette là. Immédiatement. Les buts sont remplis, tu perds par 3. Je veux Aaron Judge là. Puis ma règle préférée de tous dans les Savannah Bananas, si un spectateur capte une balle ou, mettons, une fausse balle puis qu'elle attrape comme un voltigeur sur le champ, le frappeur est retiré. Ça, c'est ma règle préférée. Ça veut dire mets la balle en jeu, mon homme, parce que là, ça s'en vient difficile.
Mais vous voyez le genre de show que ça fait. Puis j'aimerais ça que ça vienne au Québec. Je ne sais pas s'ils font des tournées aux États-Unis où ils se tiennent vraiment plus en Géorgie puis tout ça, mais s'ils pouvaient faire une tournée au Québec, c'est sûr que je paye pour aller voir ça. Au Québec, il y a les 4 chevaliers qui sont un peu dans le même principe, qui ont. Je sais pas si ça roule encore, par exemple. Eux autres, je sais qu'ils étaient juste 4, les Savannah Bananas, c'est vraiment une vraie équipe. T'as les 9 joueurs normalement. Là. Mais je sais qu'il y a eu un peu ce principe-là au Québec. Et j'avoue que je sais pas si les Savannah Bananas font des tournées. Ça, j'ai aucune idée. Aucune idée. La Triple Menace pourrait organiser une tournée des Savannah Bananas au stade olympique. Ce serait malade. Au stade Michel Laplante à Val-d'Or, let's go, moi je suis partant. Non, pas. On fait ça, on fait Québec, on fait croire, il fait tout. Et Savannah Bananas, si vous écoutez ça, appelez-nous. Je ne retourne pas en Abitibi. je me suis fait très clair. Bon, prochaine question, les boys, cette fois-ci, qui nous provient de Léo Pereira, qui demande après le repêchage de la NBA, une nouvelle fois, les Américains n'étaient pas le premier choix au total. Est-ce qu'on voit ça comme étant une limite de ce que peut faire la NCAA ou simplement un creux générationnel? Donc, à mentionner que l'année dernière, le premier choix au total, nul autre que Victor Wembanyama. Et cette année, Alex Sarr. C'était Alex Sarr. Hein, non, c'était Rizaché. C'était Rizaché. À quel point le repêchage cette année était décevant. Sarr était deuxième. C'était comme... Oui, c'est ça. C'était 1 et 2. Mais écoute, Léo, pour répondre d'une première part à ta question, l'année dernière, avec Victor Wembanyama, lui, on parle de creux générationnel, lui était un joueur générationnel. Ouais. Donc, tu vois, je suis prêt à l'accorder. Je suis prêt à l'accorder parce que dans un tout autre monde, Scoot Henderson était sans équivoque le deuxième favori jusqu'au repêchage et avait très bien le potentiel d'être un premier au total. Cette année, OK, c'était pas un joueur américain premier au total, mais en même temps, regarde ce qu'on a eu comme repêchage. Le joueur 1 et 12, n'importe qui veut sortir premier. Le joueur le plus dont lequel on parle le plus qui sort du repêchage est le 55e au total parce que c'est le fils à LeBron James. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a atteint une certaine limite dans la formation de la NCAA? Je ne crois pas. Je crois même qu'on pousse un peu plus maintenant avec le fait que les joueurs puissent être payés. On rajoute vraiment sur l'aspect spectacle, sur l'aspect du joueur qui devient un produit de consommation. Je ne crois pas qu'on l'a atteint, mais c'est sûr qu'il y a une certaine tendance qui s'intègre. Je dirais surtout, en fait, on a moins peur du passeport européen qu'on l'a été par le passé. Oui. Parce que tu demandes à n'importe qui aujourd'hui, puis tu te demandes dans quel fucking monde est-ce que Luka Doncic n'a pas été le premier joueur repêché en 2018? Dans quel monde Jokic sort en deuxième ronde? Tu Tu regardes ça en ce moment, dans les meilleurs joueurs de la ligue, tu as Luka Doncic, Nikola Jokic, tu as Giannis Antetokounmpo. Tu as tous ces joueurs-là qui n'ont pas été repêchés premier, deuxième, troisième. Doncic, c'est cinquième, troisième ou cinquième? Troisième. Ouais, troisième, c'est ça. Puis il y a l'échange avec Trae Young, ça mélange tout le temps. Mais tu sais, ces joueurs-là qui n'ont pas été repêchés premier, deuxième, ou même dans le cas de Jokic, carrément juste pas en première ronde. Puis pendant une annonce de Taco Bell aussi. Pendant une annonce de Taco Bell. Puis tu as des joueurs, puis ces joueurs-là ont démontré qu'ils peuvent exceller dans la NBA. On l'a vu, tu sais, Jokic qui est des MVP comme ça finissait plus. Doncic qui en aurait gagné si Jokic n'existait pas. Tu sais, ces joueurs-là excellent, on les voit partout. Puis je pense aussi peut-être que la NCAA récemment a dû faire compétition avec le programme, le G League Ignite, qui voulait rassembler les meilleurs talents américains pour les amener déjà dans un monde un peu professionnel, les faire jouer en G League. À l'école. Hein? Qui veulent pas aller à l'école. Ouais, non, mais je pense que c'est surtout pour les favoriser dans leur développement puis les amener à jouer contre des joueurs professionnels. Mm-hmm. Et finalement, on a réalisé que ce programme-là était pas mal un échec. On a mis fin à ça. Est-ce que peut-être qu'il y avait une dilution de talent dans la NCAA qui a fait en sorte qu'on allait un petit peu moins piger là-dedans? Peut-être que ça aussi, mais je pense que les deux derniers repêchages étaient un petit peu particuliers. Avec Wembanyama, tu le dis, qui était un joueur générationnel, et après ça, tu avais un repêchage qui était assez particulier où est-ce que personne ne savait qui allait aller où. C'était la pire année pour avoir le premier choix. C'était un peu comme, pour ceux qui suivent le hockey, c'était l'équivalent du repêchage 2022. Où est-ce que là, il n'y avait aucun consensus. Est-ce que Shane Wright, est-ce que Juraj Slavkovski, il n'y avait pas ce consensus-là, puis c'était vraiment un peu... Tout le monde avait son avis.
Fait que c'était vraiment particulier. Je pense que ça va finir par se replacer dans les années à venir. Mais je pense quand même que dans les années à venir, on va voir plus d'Européens sortir tôt, voire même premier au repêchage à certains moments. Puis je pense que c'est peut-être un changement de mentalité. Puis au final, si c'est le sport qui en ressort grandi parce qu'on a des meilleurs joueurs européens, puis il y a d'excellents joueurs américains qui continuent de sortir, pour moi, tout le monde est gagnant là-dedans. Moi, ce que je vais inclure là-dedans, c'est que je regarde un peu la liste mettons, des 20 et 25 dernières années, des premiers choix au total dans l'NBA. OK, là, tu peux me lancer un caveat qu'il y en a beaucoup qui ont passé par l'NBA pour se faire repêcher. Mais tu regardes ça de 2013 à 2018 inclusivement, il y a juste un Américain qui sort premier au total, puis c'est Markelle Fultz qui est probablement l'un des plus gros boss de l'histoire de l'NBA. Est-ce qu'on parlait à ce moment-là, on parlait que le talent américain ou le talent international commençait à être trop présent ou du moins allait commencer à supplanter celui des États-Unis? Je ne pense pas. Comme on dit, Victor Wembanyama, c'est soit. Tu sais, de 2004 à 2023, Victor Wembanyama sort premier overall dans tous les repêchages de 2004 à 2003. Puis, même que je me suis posé la question pendant que les boys vous parliez, si, mettons, Victor Wembanyama est né en 1984 et passe dans le même repêchage que LeBron James, qui sort en premier? Intéressant. Évidemment, s'il était né en 84, ça ne serait jamais développé comme il s'est développé parce que tu n'aurais jamais laissé un centre tirer du 3 points comme ça avant. Oui, OK. Mais je comprends. Mettons que le même joueur arrive. Je ne sais pas si la mentalité du 3 points est assez développée dans la NBA pour prendre une chance sur un joueur de main. Mais il faut aussi. Mais je vais regarder pour Wembanyama. Il faut se rappeler que début et milieu des années 2000, c'était les bigs qui dominaient, le sport. C'était pas les guards à la Stephen Curry, à la James Harden comme on l'a vu dans la décennie 2010. C'était les gros bonhommes, ceux qui allaient chercher les rebounds puis ceux qui étaient efficaces sur le poignet, un peu à la Shaquille O'Neal. OK, est-ce que Victor Wembanyama lancerait du 3 points s'il était né au milieu des années 80? Non. Mais je suis sûr que tu pourrais me sortir un argument pour dire que quelqu'un pourrait prendre Victor Wembanyama avant LeBron James en 2003 si les deux sont dans le même repêchage. Puis je t'écouterais. Je dirais pas, je serais quasiment agree to disagree. Mais tu sais, à ce compte-là, Yao Ming a été premier au total en 2002 et n'était pas capable de tirer un 3 points. À ce compte-là, ça ressemble un peu. Je vais rajouter là-dessus. Oui, OK, un big comme Yao Ming, mais là, Victor Wembanyama est aussi un joueur défensif redoutable. Ça, ouais. Bon, maintenant, on se rapproche de 2002. Quel pivot ou même, on va dire, ailier, défensif, big man, a créé une Christie de tempête pour être repêché premier au total, les gars, par une organisation qu'on connaît maintenant avec Victor Wembanyama? Tim Duncan, the big fundamental. Ouais. Rajoute Tim Duncan là-dedans, puis peut-être que les joueurs seraient les mêmes à des époques différentes. Félix, je pense, dans le fond, je pense que c'est juste que c'est un cas exceptionnel de Wembanyama qui est un joueur générationnel et tout. Puis tu l'as dit, on aime les joueurs qui sont grands, on aime les joueurs au grand gabarit et tout. Et tu penses, mettons, à Markelle Fultz qui était un grand meneur de jeu. Même, je prends l'exemple de LaMelo Ball qui est un grand meneur de jeu. Tu sais, je me souviens l'année où Anthony Edwards sort premier au repêchage, c'était quasiment une surprise pour beaucoup de gens parce que tout le monde se dit, tu as James Wiseman qui est un centre parfait, qui mesure plus de 7 pieds et tout, puis qui était quasiment le favori pour sortir au premier rang, LaMelo Ball qui est un grand meneur de jeu, puis les Timberwolves seulement qui ont opté pour le garde qui était un petit peu moins grand, qui était quand même un bon monsieur quand même, mais qui était un petit peu, qui n'était pas le prototype d'un choix de première ronde, de premier au total. Ça avait surpris, puis finalement, ça a été une bonne décision pour les Timberwolves, mais je pense qu'il y a toujours eu cet attrait-là. Un peu comme au hockey, il y a tout le temps de l'attrait pour les joueurs qui sont grands et gros. C'est la raison pour laquelle Juraj Slafkovský a été pris premier. C'est la raison pour laquelle on va tout le temps prendre le gros centre avant de prendre le petit défenseur. Puis je pense que de ça aussi. Je pense que c'est plus pour ces raisons-là qu'on a eu ces deux repêchages-là un peu particuliers dans les 2 dernières années. Je vais conclure là-dessus. Tu sais, on parlait de milieu des années 2000, à quel point tout le monde était obsédé par les centres dans l'NBA. De 2001 à 2007,
les premiers choix au total, ce n'est rien que des centres. Dans le cas d'Andrea Bargnani, c'était aussi un attaquant, mais il pouvait aussi jouer au centre. Le seul là-dedans qui n'était pas un centre naturel sous le panier, c'était LeBron James. LeBron James. Ouais. On va passer maintenant à la prochaine question qui nous provient maintenant une fois plus, en fait, de Léo Pereira. Celle-là, c'en est une bonne. C'en est une bonne parce que ça concerne Connor McDavid. Puis, c'en est une qu'on avait un petit peu en banque depuis quelques semaines. En fait, qu'on avait depuis les finales de la Coupe Stanley. On se dit, tu sais quoi? On va attendre le résultat final. Et les boys, c'en est une bonne. Qui demande, peut-on déjà mettre Connor McDavid top 10, voire top 5 des meilleurs centres de tous les temps pour ce qui est de la Ligue nationale de hockey? Puis juste pour vous mettre un petit peu en contexte, voici quelques centres qui ont joué au hockey à travers son histoire, du moins de la Ligue nationale de hockey. Wayne Gretzky, on parle de Sidney Crosby, on parle de Joe Sakic, Mario Lemieux, Marc Messier, Steve Yzerman. Est-ce qu'on peut commencer à inclure McDavid, oui, dans le top 10, mais dans le top 5? Top 5, non. Moi, en ce moment, on parle en ce moment. C'est surtout ça. J'achète aucunement le top 5. Tu sais, tu as nommé Gretzky, Lemieux, Messier, puis Crosby. Déjà là, je pense que les quatre ensemble, tu peux pas tasser, tu peux pas faire une place pour Connor McDavid pour les tasser, un de ces quatre-là. Fait que si Connor McDavid est dans le top 5, c'est automatiquement le 5. Et encore là. Maintenant, top 10, je serais peut-être prêt à sortir un argument. Parce que, tu sais, la Ligue nationale a comme fait un power ranking des meilleurs joueurs de centre de l'histoire de la NNH. Puis, 6 à 10, t'as Phil Esposito, Joe Sakic, Brian Trottier, Marcel Dion, puis Ron Francis. C'est pas rien quand même. C'est quand même une belle gamme. C'est pas rien. Mais, tu sais, mettons... C'est tellement dur parce que, skill-wise, tu sais, talent pour talent, pound for pound, là. Connor McDavid est le joueur avec les plus grandes habiletés que l'histoire du hockey a jamais eu. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va dire dans 15 ans, mais c'est certain que si Connor McDavid, tu le mets au milieu des années 80 avec Gretzky le mieux, il torche tout le monde. Exact. Tout le monde. Que ce soit avec ses qualités de patineur, c'est du jamais vu. Fait que, oui, pour le talent, tu peux dire que Connor McDavid est ça dans sa composition, mais tu sais, en ce moment, il n'a pas encore 1000 points, il n'y a pas une Coupe Stanley. Tu sais, j'aille ça à être le gars qui dit qu'il faut absolument que tu gagnes un titre pour être dans les meilleurs de l'histoire. Mais je pense que ça va juste être à la fin de sa carrière qu'on va pouvoir faire. Top 10, je serais prêt à acheter. Pour l'instant, je pense que 9, 10, mettons de 9 à 12, je serais prêt à acheter. Top 5, c'est impossible. Je peux absolument pas faire une place pour Connor McDavid à top 5. C'est le plus talentueux qu'on a vu. Parce que, tu sais, évidemment, le sport s'améliore tout le temps. Puis c'est le plus talentueux qu'on n'a jamais vu dans la LNH. Ça, je le crois et je persiste et signe là-dessus. Même Crosby, même, tu sais, ces gars-là ont été incroyables, des très, très grandes carrières, des carrières légendaires. Le joueur de centre le plus talentueux de l'histoire de la LNH, il s'appelle Connor McDavid. Mais c'est pas le plus grand dans le sens où dans 10 ans, ma réponse va être différente. Dans 10 ans, il va être dans mon top 5. Il va peut-être être même mon premier. Mais c'est ça, Félix. L'affaire, c'est que il y a un gros désavantage. OK, c'est déjà ça qu'on soit prêt à en jaser, mais le gars a littéralement 10 ans en arrière de Sidney Crosby. Sidney Crosby est passé mi-trentaine. Tu vois, on est capable d'accepter Crosby parmi cette conversation-là, puis tous les autres joueurs, c'est fait. Leur carrière est terminée. McDavid est même pas proche d'être terminé. Exact, c'est ça. On a encore une demi-carrière au complet quasiment. Mais tu sais, touche du bois en espérant qu'il n'y ait pas de blessure ou quoi que ce soit. Là, dans un monde idéal, on a encore 10, peut-être même 12, 13 ans de McDavid, puis on espère qu'il va garder ce niveau-là le plus longtemps possible parce que ce gars-là est extrêmement talentueux. Puis il a le potentiel d'être assurément un top 5, sinon même le meilleur de l'histoire. Puis je le pense sincèrement quand je dis ça. Là. Ce gars-là a le potentiel d'être le meilleur joueur de centre qu'on n'a jamais vu, le meilleur joueur de la LNH tout court qu'on n'a jamais vu. Je suis pas prêt à le mettre tout de suite dans le top 10, dans le top 5, dans le sens où il y a encore du chemin à faire. Mais dans 10 ans, ma réponse va être différente. C'est sûr que dans 10 ans, je vais te dire que ce gars-là est top 5. Il n'y a aucun doute. Pour le moment, je vais attendre encore un petit peu.
sais-tu ce qui est vraiment drôle là-dessus? C'est que dans la position du top 5, on a nommé le top 4, Gretzky, Lemieux, Messier puis Crosby. Là, je ne le dis pas en ordre. C'est Nick Crosby au nombre de commotions qu'il a faites au début des années 2010. Si ce n'était pas des problèmes de dos et le cancer, Mario Lemieux serait quoi? T'sais, le top 4 est indélogeable en ce moment. Il aurait tellement pu être encore plus cimenté puis coulé dans le béton le plus solide. Ça pourrait être coulé dans le diamant si c'était pas des blessures et tout ça. Alors, Connor McDavid a eu sa petite part, mais rien de très trop grave. Exact. On espère que ça reste comme ça. On espère que ça reste comme ça. Juste boire encore une fois. Ouais, 100%. Ensuite, une prochaine question, encore une fois sur le hockey, cette fois-ci qui nous provient de Jobin, qui demande « En voyant la diminution du talent québécois qu'on retrouve dans la LNH, que pensez-vous de l'idée de modifier le développement du hockey québécois et de le transformer à l'image du programme de développement américain qui semble produire du talent à la tonne? Voir la Slovaquie et la Suisse développer des programmes qui produisent du talent de la LNH laisse croire qu'il serait possible de le faire, non? » Moi, je suis très curieux d'entendre l'avis de Pop là-dessus parce que tu sais, je sais que Pop, tu baignes beaucoup dans ce monde-là du hockey junior et tout. Puis je suis vraiment intéressé de t'entendre là-dessus. Je pense que peut-être, c'est sûr qu'il faut revoir le développement en ce moment parce que tu sais, c'est sûr que les autres s'améliorent autour. Puis si tu regardes la Slovaquie, la Suisse qui ont des exemples qui ont été nommés, c'est sûr que les autres continuent de monter. Puis le programme est en pleine expansion et tout. Puis il faut le revoir ici. Mais la question que je me pose, c'est je pense que les années de gloire qu'on a eues avec les grands gardiens, Patrick Roy, Martin Brodeur et tout, je pense que maintenant, ça vient tellement de partout dans le monde qu'on ne peut plus penser que on va revivre nécessairement cette grande époque-là. Peut-être qu'on va la revivre dans une certaine mesure et tout, mais je pense qu'il faut quand même revoir un peu comment on développe les joueurs de hockey d'ici. Est-ce que ça passe par un programme comme ça ou est-ce qu'on concentre les meilleurs? L'avantage que je vois avec quelque chose dans ce genre-là, peut-être qu'on éviterait l'exil de certains joueurs québécois dans la NCAA. Ou est-ce que là, en ce moment, c'est un gros attrait pour eux? On quitte, on va à la NCAA parce que ça devient plus avantageux. Si on est capable de les garder ici, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut créer ici comme ça. Je me demande si c'est possible. Puis, Bob, je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus, toi qui s'y connais quand même un peu en la matière. Pour vrai, cette question-là, j'ai tellement de la misère à constituer. Est-ce que c'est possible? Oui. Comment on va y arriver? Ça, je ne le sais pas. C'est vraiment quelque chose de... Tu sais, le programme national américain, il y a le mot national dedans. On va chercher tout le monde aux États-Unis. Tu sais, je pense que... Moi, je le mettrais plus un développement canadien, par exemple. Moi, si on devait créer un programme de même, moi, ça serait plus au Canada qu'au Québec. Peut-être. Moi, je sais pas. J'aime bien, moi, bon, là, c'est ça, c'est juste mon Ukami en moi qui parle, mais l'idée, justement, d'avoir un développement québécois, de dire, hey, tu sais quoi? Tu sais, c'est un petit peu comme au football, on parle beaucoup de la Floride comme une place qui développe des receveurs. Ben, tu sais, au Québec, pourquoi pas avoir ça? Et puis, au pire, une branche de Hockey Canada ou juste même de la Fédération québécoise, on ouvre peut-être une branche du développement. C'est sûr que, tu l'as dit, Pop, pour ce qui est des États-Unis, on parle de quelque chose qui est à l'échelle nationale. Au Québec, c'est sûr qu'on va avoir peut-être beaucoup moins d'espoir, mais il y a quelque chose à faire. Mais avant que je te relance là-dessus, Pop, je pense juste que c'est quelque chose qu'il faut prendre son sweet ass time. Puis peut-être que Félix et moi, on va avoir des enfants le jour que ça va arriver. Peut-être qu'on va atteindre ton âge le jour que ça arrive. Peut-être un programme de la sorte. Là. Ça va prendre aussi, puis ça va prendre les bonnes personnes. Tu dis ça va prendre du temps, mais ça va prendre des bonnes personnes au sommet de ce programme-là. Ça, Dieu sait que ce ne sera pas facile de trouver des bonnes personnes. On pensait tellement en trouver un il y a 2 ans, puis lui-même a décidé de sais-tu quoi, je suis tanné, je calisse mon camp. Jocelyn Thibault. Moi, je me demande, puis c'est un nom que je lance comme ça parce que je sais qu'il est quand même impliqué dans le domaine et tout. Marc Denis me semble qu'il pourrait être tellement bon pour un programme comme ça. C'est un nom que je lance. J'ai aucune idée. Peut-être que ça ne l'intéresse pas. Peut-être que j'ai vraiment aucune idée. Mais il me semble que je vois ce gars-là. Comme analyste, puis je sais qu'analyste, coach, c'est deux mondes différents. Mais il y a une façon quand même d'enseigner. Moi, j'écoute une game RDS, je me sens un peu moins stupide à chaque fois. Parce que Marc Denis m'apprend toujours une petite affaire. Puis je me dis, c'est pas peut-être qu'il pourrait faire ça. C'est ça.
il me semble que je vois un gars comme ça, puis peut-être pas lui, peut-être quelqu'un d'autre qui est un peu dans le même genre, mais il me semble qu'un gars comme ça pourrait, ou une fille, je dis un gars, Marie-Philippe Poulin peut s'impliquer là-dedans ou quoi que ce soit, là, il y en a d'excellentes. Caroline Ouellette. On a tellement de bonnes joueuses québécoises, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Pour moi, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas aller chercher des gestionnaires ou quelque chose, il faut aller chercher des gens qui connaissent la réalité, des gens qui sont capables d'enseigner et de développer, puis ça prend les bonnes personnes. Ça prend du temps, il faut trouver les bonnes personnes si on lance un projet comme ça. Félix, je ne serai jamais président de Hockey Québec. Je ne m'impliquerai pas dans le hockey mineur de cette façon-là. Ouais. Mais s'il y a une seule chose que je ferais en tant que gérant d'estrade pour Hockey Québec, c'est de réduire le coût que ça prend pour jouer au hockey. Ça coûte cher. Parce que le développement, OK, le côté développement, on peut critiquer un peu et dire qu'on fait pas ça comme du monde. Tu sais, tu as mentionné les gardiens. Pourquoi tu penses qu'on... C'est pas juste au Québec, c'est au Canada au grand complet. Nommez-moi le dernier grand ou le dernier gardien canadien, québécois inclus, qu'on a vu à des gars comme Yaroslav Askara, Jesper Wallstedt, Spencer Knight aussi, tu sais, des gars qui avaient arrivé qui ont été repêchés en première ronde et tout. Il n'y en a aucun. Le dernier vraiment que je me souviens qui arrivait vraiment avec un gros développement, c'est Carter Hart quand il était avec les Silver Tapes d'Everett. Malheureusement, on sait ce qui est arrivé, mais ça, on ne touchera pas à ça. Mais juste réduire pensez pas à l'argent. C'est juste ça qu'on a. Tu sais, on avait déjà entendu l'histoire comme quoi que il y a peut-être une dizaine d'années, un petit peu plus que ça. Samuel Girard, qui est maintenant qui joue pour l'Avalanche du Colorado, on a entendu l'histoire comme quoi son frère devait arrêter de jouer au hockey élite parce que justement, ça devenait trop cher pour les familles. Je comprends que, tu sais, des fois, le monde aisé, ça peut être capable de soutenir, mais justement, c'est juste les gens aisés qui semblent de plus en plus capables d'envoyer leur fils et leur fille aussi dans les programmes d'élite. Puis je pense qu'on enlève peut-être du talent pour des manques financiers. C'est juste ça que j'ai à dire. Puis à l'inverse... Demandez-vous pourquoi il y a autant plus d'inscriptions au soccer qu'au hockey maintenant. Pourquoi le soccer connaît une grande explosion en popularité. Puis le basketball. Le basketball aussi. Tu sais, ces sports-là, c'est pas que ça coûte pas, ça coûte quand même quelque chose, mais l'équipement, là, c'est incroyable. Un ballon de soccer, tu as besoin de crampons, tu as besoin de protège tibia, un uniforme. Pas mal là que ça se termine. Puis une gourde. Ouais. Puis mettons des gardiens, des gants. Ça c'est tard, là. C'est ça qui fait qu'on parle peut-être d'aller étendre. Peut-être, tu sais, on parle, oui, en effet, on n'aurait pas beaucoup de monde, mais j'aime ça, Pop, ton angle. On peut aller chercher du monde supplémentaire, tout ce qui est question de financement. J'aime ça. Écoutez, Hockey Québec, la Triple Menace, c'est un podcast de finance. On peut s'occuper. On peut s'occuper de vous. Et à quoi bon parler de talent? C'est ce qui m'amène justement à la prochaine question qui nous provient de Nicolas Leroux qui demande très simplement, tout bonnement, quel joueur de la MLB choisir pour se partir une équipe ayant pour but de gagner dans 5 ans? J'adore parce que, écoute, ça, c'est une question que pour soi à la maison, là, Pop puis moi, on s'est posé cette question-là très souvent. Okay? Tu sais, c'est mettons que tu deviens DG, la MLB recommence, tu as le premier choix qui tu prends. Pop puis moi, on a eu cette discussion-là peut-être 5 fois. Puis à chaque fois. Je pense qu'on avait 5 réponses différentes à chaque fois. On change pas tout le temps parce que ça change vite dans le monde du baseball. Mais là, l'angle de dans 5 ans, je trouve que ça ajoute quelque chose parce que là, dans 5 ans, est-ce qu'un gars comme Aaron Judge va encore être bon dans 5 ans? Est-ce que Shohei Ohtani va encore être Shohei Ohtani dans 5 ans? Il y a déjà des problèmes de blessure. Est-ce qu'il va être capable de lancer dans 5 ans et tout? Si j'ai à gagner dans 5 ans, moi, honnêtement, j'hésite entre 3 joueurs. J'ai un débat entre 3, puis Pop, j'ai l'impression que tu vas avoir pas mal les 3 mêmes que moi dans ta liste. Je t'écoute. Vous autres, vous savez qui que j'ai aussi là en tête. Ouais, toi j'ai un bon petit feeling, Mio, que je sais où est-ce que tu t'en vas. Mes 3, c'est Adley Rutschman, c'est Paul Skeens et c'est Bobby Witt Jr. C'est les 3 entre lesquels j'hésite. Ces 3-là sont extrêmement jeunes, extrêmement talentueux, puis c'est des gars que je suis assez confiant que dans 5 ans vont encore être les lanceurs qui sont, ou les joueurs qui sont, en fait, devrais-je dire.
Mettons que pour la saison prochaine, Aaron Judge et Shohei Ohtani sont en considération. Puis, dans 5 ans, un gars comme Juan Soto peut être aussi considéré, je pense. Mais ces trois-là sont très jeunes, très talentueux. Et Rutschman est un petit peu plus vieux, mais pour moi, un receveur, ça change tellement la donne de toute ton équipe. Paul Skeens, ça te donne un vrai lanceur numéro 1 qui est peut-être déjà le meilleur du sport à ses débuts dans les majeurs. Et Bobby Witt, qui, si Aaron Judge n'était pas là, serait le favori pour le MVP, ce serait même pas proche. Mais malheureusement pour lui, il est dans la même ligue qu'Aaron Judge. Pour moi, ce sera entre ces trois-là. Si j'en ai un à choisir, je pense que j'y vais avec Paul Skeens, mais j'ai vraiment beaucoup entre ces trois joueurs. Yes! Parce que Mio, lui, c'est un Paul Skeens respecteur, lui, là. Ouais, ouais, moi, j'adore le chum de Lévi Dunn, là. Non, mais, tu sais, au baseball, je vais l'accorder, c'est difficile de pointer un seul joueur, une seule position, puis dire toi. C'est sûr que du côté offensif, on peut dire, peut-être le gars qui va bien frapper, peut-être pas juste des circuits, mais qui va être un bon frappeur. Mais le lanceur partant, c'est tellement important. Tu mets le ton au match. Je sais pas, tu sais, les gars, Pop, je sais que tu aimes ça faire des devoirs de la sorte, mais es-tu capable de nommer une équipe qui a gagné une série mondiale avec juste un aliment de lanceur ou un lanceur partant très correct? Je pense. Il a dû en avoir une, mais je ne l'ai pas. Moi, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas. Si on parle de 1905, ça compte pas. Ouais, non, mais là. Tu regardes, tu penses à des grandes performances en série mondiale. Là. Tu penses à Madison Bumgarner. Je veux dire, tu penses à Steven Strasburg avec les Nationals. Tu penses aux Nationals de 2019. Cette équipe-là avait un alignement qui était. Il y avait Juan Soto, Anthony Rendon. C'était bon, là, mais Steven Strasburg, Max Scherzer, Patrick Corbin. Ces trois-là. Les Giants avec Madison Bumgarner. Ouais, peut-être les Royals. Les Royals n'avaient pas un mauvais personnel de lanceur, mais c'est une équipe qui était surtout connue pour son offensive, qui était un cas assez bizarre, par exemple, les Royals. Mais les Cubs en 2016, t'avais Jake Arrieta, les Astros, t'avais des gars comme Dallas Keuchel, Justin Verlander et tout. Boston Garrett en 2018, Gary Cole en 2019, je parlais plus de la première, oui. Mais 2018, Boston, t'as des Chris Sale, t'as des David Price, t'as des... c'est tout le temps des grands lanceurs. Puis ça te prend des grands frappeurs, mais un match de la Série mondiale, avoir ce gars-là que tu peux amener pour lancer, ça vaut quelque chose. Puis, Adley Rutschman, pour moi, améliore tout ton personnel de lanceur. Puis, Bobby Witt est peut-être le meilleur jeune frappeur des majeurs en ce moment, mais il y a quelque chose quand même que, Bobby Witt va influencer une présence sur 9 au bâton. Tu donnes la balle à Paul Skeens au matchette. Tu dis, il va me lancer 7 bonnes manches, puis il peut te donner 7 bonnes manches, il peut te gagner le match à lui tout seul. Un frappeur, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. J'avais pensé... Dans le cas de Juan Soto, ses talons au bâton, c'est indéniable. Je pense qu'on n'a plus besoin de présentation. Moi, ça me prend un bon gars au bâton, un gars qui est above average en défensive, puis ça, c'est peut-être juste une préférence de moi, puis quelqu'un d'autre aurait une définition différente. Mais moi, je veux un gars avec de la vitesse. Moi, je veux un gars qui va instaurer de l'intimidation. S'il se rend sur les buts, je veux que tu aies de l'intimidation sur le lanceur, sur le receveur. Tu sais, un gars que tu peux dire, un peu à la Ricky Anderson, là, je prends le cas extrême, là, mais tu t'atteignais Ricky Anderson par accident, tu savais que tu étais déjà dans la merde, puis on est juste au deuxième frappeur du match. C'était le genre de choses-là. Et pour moi, c'est peut-être ça qui va différencier un Bobby Witt Jr. d'un Adley Rutschman. Parce que je comprends le point de Mio qui, lui, préfère un lanceur partant, puis c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai peut-être une philosophie plus vers le joueur de position, mais en ce moment, le gars le plus complet que tu peux avoir dans les majeurs, il joue pour les Royals de Kansas City et il va être un Royals de Kansas City pour encore très longtemps. Donne-moi Bobby Witt Jr. Direct là. Comme je te dis, ça peut être Rutschman, ça peut être Skeens, ça peut être Witt. Mais c'est convaincre des trois. Un Gunnar Anderson en ce moment. Aussi. Je l'ai un petit peu derrière les autres, mais il mérite d'être considéré aussi. Mais tu sais, tu l'as dit, la vitesse, je pense que Bobby Witt a un petit avantage à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que je donne le petit avantage entre les deux. Mais
t'es pas mal prêt avec Gunnar Anderson non plus. Là. J'aurais pu dire un Ronald Acuna Jr., mais là, avec son deuxième ACL qui vient de se faire cette année, là, ça commence à être un peu problématique de ce côté-là. Ouais. On va rester avec Nicolas Leroux avec une question de baseball qui, cette fois-ci, nous demande à savoir si du baseball des majeurs à Montréal, est-ce que c'est toujours possible d'en rêver? Oh boy. La fameuse question. Ouais. On est rendu, tu sais, c'est un peu cet univers dystopique où on a passé un peu, un Québec des années 80 où le projet national est perdu, puis là, tu es comme, bon, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on a, tu sais, puis là, je me dis avec le Québec, mais tu sais, c'est pareil avec, c'est des trucs qu'on voit au cinéma, tu sais, le cinéma des années 70 où tu te fais vendre le rêve, puis finalement, t'es comme un petit peu, c'est un petit débuzz avec la société. Maintenant, avec tout ce qui nous a été présenté, le rêve qui nous a été vendu de revoir du baseball à Montréal, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que l'enthousiasme n'est plus ce qu'il était. Mais en même temps, c'est une impression. C'est sûr qu'il y a du monde qui travaille là-dessus, mais tu sais, on avait atteint notre summum avec la garde partagée des Rays qui finalement est tombée à l'eau. Comment est-ce qu'on peut remonter de ça puis se dire hey, ben oui, moi je suis optimiste, je ne sais pas c'est quoi pour vous deux là-dessus, mais moi, mon niveau d'optimisme est extrêmement bas. J'ai le mien, je t'avoue, est un petit peu beau aussi. Il y a un récent article de Bob Nightingale, qui est un journaliste qui expliquait, il dit, l'expansion va arriver au plus tôt genre 2029-2030, puis si ça arrive, on parle d'à peu près peut-être 4 milliards de dollars pour acheter une équipe. En ce moment, Américain, 4 milliards américains. Puis on parle beaucoup de Nashville puis de Salt Lake City, qui sont deux équipes qui semblent avoir une petite longueur d'avance en ce moment. Il va y avoir d'autres équipes qui vont d'autres villes qui vont vouloir essayer de se mettre dans cette course-là. Tu sais, tantôt on parlait pour le programme québécois, comme quoi ça allait prendre les bonnes personnes. Là. Ça va prendre quelqu'un de vraiment riche qui va vouloir se mettre sur le projet d'une équipe à Montréal. Et ça va prendre tu sais, j'aimerais ça y croire. J'aimerais vraiment ça y croire. Pour vrai, je rêve de passer mes étés à regarder de la balle. Mais tu sais, est-ce que le stade olympique peut vraiment encore avoir du baseball? Je pense pas. Je pense que ça prend un nouveau stade. Ajoute ça d'un coup aussi. Puis, on sait, au baseball, t'as pas de plafond salarial. Chaque année, il faut que tu investisses une taxe de luxe à genre 200 millions et tout. Mais tu sais, c'est du salaire aussi à payer à chaque année. Tu sais, c'est un gros investissement. Je sais pas si c'est réaliste de croire à ça. On serait une équipe de petits marchés sans aucun doute. Ça se fait être une équipe de petits marchés. Mais c'est pas une réalité qui est facile. À Montréal, on encourage les gagnants. L'équipe de petits marchés, ça gagne pas souvent. Fait que il y a ça aussi. Ce que je veux lancer, juste avant que Pop taille là-dessus, là, on parle d'un projet de minimum 4 milliards de dollars. US, juste la valeur des Canadiens de Montréal est à 2 milliards. Est à 2 milliards 300 millions. Tu sais, moi, je vais juste résumer ici. Si ça a déjà échoué une fois, ça peut rééchouer une deuxième fois. Regarde ce que Atlanta essaie depuis avec la Ligue nationale. On tente même de réessayer une troisième fois, justement, du côté d'Atlanta pour la Ligue nationale. Moi, je pense qu'il y a peut-être des erreurs qu'on va encore répéter si ça arrive. Comme tu dis, Félix, on va être encore un petit marché. Ouais. Puis, tu sais, tout passe par le propriétaire dans le baseball majeur. Si le propriétaire ne veut pas sortir le chèque, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Regardez ce qui se passe avec les A's, John Fisher. Aussi simple que ça. Puis dans l'autre extrémité du spectre, regarde Steve Cohen avec les Mets de New York. Quand Steve Cohen est arrivé avec les Mets de New York il y a quelques années, c'était mongol. C'était juste pour prouver parce que ce gars-là voulait absolument dépasser. Mais par contre, comme je connais le Québec, puis un peu comment qu'on est... on est un peu sans chaud aussi, un peu. Moi, je pense qu'à la seconde que tu as un vrai tentative d'espoir, moi, je pense que l'engouement peut reprendre très rapidement. Oui, ça j'en doute pas. Ça, on peut remplir le stade olympique pour 2 games de pré-saison sans aucun problème. Ça, s'il y a un projet qui est excitant et tout, je pense que l'engouement va revenir. Est-ce que l'engouement va être vraiment continuer d'être très, très présent si, mettons, on parle beaucoup d'argent public, on parle de... Il y a peut-être ça. Oui, parce qu'il va falloir que le public investisse à un moment donné. Là. Mais si on se met à parler de ça, là, ça peut peut-être faire peur à certaines personnes et tout, ça, c'est sûr. Puis
je comprends pourquoi ça ferait peur à certaines personnes. Je pense que tout le monde a... Je comprends la personne qui veut pas que ses taxes servent à payer une équipe de baseball. Je comprends ça à 100 000 $. Là, alors qu'on a des services publics qui... Exact. On ne rentrera pas là-dedans, mais je pense que je comprends pourquoi ça pourrait faire peur à quelqu'un. Écoute, je vais continuer d'y croire jusqu'à temps que je meure au projet d'une équipe de baseball à Montréal. Mais mettons, tu me demandes réalistement, j'ai des doutes. J'espère me tromper, mais j'ai des petits doutes. Tu vas y croire, mais tu ne vas pas t'investir émotionnellement dans Exactement. Exactement. On approche de la fin de cet épisode spécial Perron d'église. On a encore 2 questions pour vous sur le programme et les 2 nous proviennent de notre cher Marc-Olivier Cook. La première d'entre elles qui demande si vous aviez à choisir un gars pour marquer un but en prolongation du match numéro 7 de la Coupe Stanley, quel serait votre choix? Là, les gars, on va établir les bases. Est-ce qu'on parle de tous les temps ou est-ce qu'on parle actif? Attends, veux-tu que je te lance encore un autre caveat comme j'ai fait tantôt? Vas-y donc. On ramène les 4 ligues. Un gars pour marquer le 7e but de la finale de la Coupe Stanley. Un gars qui fait un walk-off home run au match 7 de la Série mondiale. Un batteur de la NFL qui fait un placement de 55 verges pour le Super Bowl. Ou tu as besoin d'un buzzer beater 3 points au basketball. Bon, fait que là, parfait. Avant que je me mette à y répondre, est-ce qu'on y va tous les temps? Tous les temps. Rendons ça pour le show. Rendons ça difficile pour nous autres. Là. OK. Si on veut quelqu'un pour marquer un match numéro 7 de la Coupe Stanley, moi, y aller avec un choix du Canadien, mais avec un choix vintage, les gars. Vous avez peut-être froncé un peu le sourcil, mais je vais y aller avec le plus grand leader qu'a eu les Canadiens de Montréal. Un homme en contrôle, de sa stature, à 6 pieds 4, le capitaine de l'équipe, toujours en contrôle, gagnant de multiples Coupes Stanley. Allons-y avec un Jean Béliveau, juste par le calme qui règne. Tu sais, un petit mot de Génération Z qui est beaucoup lancé, donc l'âge de Félix et moi, c'est l'aura. Jean Béliveau, le contrôle total sur la glace. Ça, c'en est un que je suis prêt à dire. Tu sais quoi? Va me marquer un but. C'était peut-être pas le plus grand marqueur de but, mais certainement le capitaine puis quelqu'un qui est capable de jouer sous contrôle. Pour ce qui est du baseball, moi, je vais y aller avec ce que je connais. Joe Carter. Hey, Joe Carter, si Joe Carter n'avait pas ce circuit-là, il n'y aurait absolument pas la même histoire. Je pensais que tu allais sortir Edwin Encarnacion. Pour vrai, quand tu as pointé la cassier des Jays, il y a un monde dans lequel Edwin Encarnacion faisait ça, mais c'est comme. On parle beaucoup des films Marvel puis Deadpool en ce moment. C'est une réalité parallèle à la nôtre. Ouais. Mais quelqu'un qui a su le faire, prouver. Redonne-moi un Joe Carter pour ramener les Blue Jays à la gloire. Au basketball, OK, bon, j'ai 2 choix. Il y en a un, on s'en doute que c'est bien lui. Mais juste parce que je vais dire Michael Jordan, parce que, je veux dire, le joueur le plus clutch de l'histoire du basketball, mais on veut quelqu'un qui s'est présenté dans les grands moments. Donnez-moi un Robert Torrey. Si Michael Jordan n'existe pas... Big Shot Bob. Donnez-moi un Robert Torrey. J'ai récemment terminé le livre Three Ring Circus des Lakers des fin des années 90 et début des années 2000 et à quel point Robert Torrey était le type de joueur que les Lakers voulaient. Quelqu'un qui était en contrôle, quelqu'un qui jouait sous pression et chose qu'il a fait pendant toute sa carrière. Si jamais vous êtes vous êtes dans une soirée avec du monde qui connaisse un petit peu moins le basketball, il parle de qui a le plus de championnats. N'oubliez pas de mentionner que Robert Horry a 7 championnats, qui est plus que Michael Jordan, qui en a 6. Puis, pour finir au football, quelqu'un pour gagner la game, je veux dire, les gars. OK, on se tient-tu, là? Donnez-moi Tom Brady. Bouh! 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 Je veux pas te voir! Donnez-moi Tom Brady pour gagner le match. OK, bon, OK. Tu veux quelque chose d'autre? Donne-moi James Harrison, fin du premier engagement du Super Bowl contre les Cardinals. T'en veux un jeu clutch? James Harrison qui court tout le terrain, qui a besoin d'oxygène pour suivre après. Ou Santonio Holmes. Écoute, moi, je vais y aller, puis après ça, Pop, je vais te laisser le plancher pour terminer ça. Moi, au hockey, écoute, ça va trahir mon âge. Si j'ai besoin d'un but clutch,
Arturi Lekonen. Donne-moi Arturi Lekonen. Donne-moi Arturi Lekonen, l'homme des grandes occasions. Donne-moi Arturi, n'importe quand. Moi, je fais confiance à Arturi de marquer un gros but. Parce qu'il en score 5 par année aussi, là, mais ça, c'est un autre affaire. Mais tu vois, Oh, il marque au bon moment. C'est un gars qui sait c'est quel moment pour marquer. Donne-moi Arturi Lekonen. Moi, il a marqué le but le plus clutch que j'ai vu de toute ma vie. OK? Fait que Arturi Lekonen, jusqu'à preuve du contraire, est mon héros si j'ai besoin d'un héros pour marquer mon but gagnant. Pour le gars que je veux au bâton, si je dois taper un circuit, écoute, j'ai pensé à Monsieur Octobre, j'ai pensé à Reggie Jackson, Monsieur Octobre. Je vais aller avec Monsieur Novembre à la place. Donne-moi Derek Jeter, qui n'est pas nécessairement reconnu pour sa puissance, qui est vraiment. Félix, c'est le même argument que j'ai pour Jean Béliveau, là. Exactement. C'est pas un gars qui est reconnu pour sa puissance et tout. Jeter, il frappait 20-25 circuits dans une bonne année, mais tu veux un gars clutch, c'est difficile de trouver vraiment meilleur que Derek Jeter à ce niveau-là. Au basket, je pense que Michael Jordan, c'est la réponse la plus facile et tout, mais mettons que j'en ai une autre. Je peux pas m'empêcher d'avoir confiance en Steph Curry. Tu sais, mettons que j'ai besoin que quelqu'un me réussisse un gros 3 points pour sauver ma vie. Je veux que ce soit Steph Curry. Genre, je vais mettre les chances de mon bord en prenant le meilleur de l'histoire pour ça. Au football, si j'ai besoin d'un. Ah ouais, Félix. Non, je peux pas dire Tom Brady. Marshawn Lynch, mettons Marshawn Lynch à la ligne de 1, mettons. Non, je ferais plus une passe avec Russell Wilson qui serait intercepté par Malcolm Butler. Mais encore une fois, ça va peut-être trahir mon âge. Mais mettons que je veux un carrière que je sens confiance pour aller gagner un match. Patrick Mahomes. Sérieusement, tu veux un carrière que je sais que si je donne le ballon dans ses mains, ce gars-là est capable d'aller me gagner un match. Patrick Mahomes. J'haïs ta réponse encore. Je pense que j'haïs ta réponse encore plus que celle que j'avais puis pas totalement détestée, mais je peux pas. Je peux pas argumenter contre ça. Non, mais mettons là, tu perds par 3, t'as Patrick Mahomes comme carrière. À quel point tu te sens bien? Je peux pas argumenter contre ça. Voilà. Et l'exemple que j'utiliserai toujours, c'est match contre les Bills. Je veux dire. Exact. Puis tu sais quoi, si j'ai besoin d'un porteur de ballon à ligne de 1, Marshawn Lynch, réponse facile, mais donne-moi Derrick Henry. Si j'ai besoin d'une verge, donne-moi Derrick Henry. Je vais trahir mon âge là-dessus, mais ça sera pas mon choix pour la NFL, mais je vais trahir mon âge là-dessus. Tu veux une verge pour aller chercher un toucher? Donne le ballon à Mike Allstott. Prime Mike Allstott. What the shit? C'est vrai. Mais... Pour vrai, non, mais ça va, je peux vivre avec ça. OK. Je suis content. J'espérais que personne n'ait une même réponse que moi. Je suis bien content. On va commencer par le hockey. T'as pas Arturi Lekonen? Attends. Ah ouais, quel joueur des années 2000? Là, un joueur des années 2010. Oh, OK, 2010. Qui n'a pas joué pour le Canadien, soit dit en passant. C'est pas avec Bunk, merde. Oh, je sais, si, je le sais où ça s'en va pas. On le surnomme Monsieur Match numéro 7 en personne. Justin Williams, donnez-moi ce gars-là. Oui. N'importe quand dans un match 7. Ouais. Voulez-vous ses stats? 7 buts, 8 passes, différentiel de plus 10 en 9 matchs numéro 7 en carrière. Pas pire. Je veux ce gars-là n'importe quand. Donnez-moi Justin Williams. Il jouera sa 4 pendant 5 minutes, mais crée-moi que les 5 dernières minutes de la game, puis la prolongation, il ne touchera pas le banc. Il ne touchera pas le banc. Donnez-y une tank à oxygène. Il va rester sur la glace tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un gagnant puis qu'il ne saigne pas jusqu'à ce qu'il meure. OK? On se comprend bien? Violent. Parfait. Au baseball, j'essaie de trouver... Parce que Derek Jeter, c'est bon. Joe Carter, c'est bon. Reggie Jackson, c'est sûr que c'est... Ouais. Mais mettons, tu me demandes, je veux un circuit où juste me rendre sur les buts pour faire gagner mon équipe avec 2 retraits en fin de 9e manche. C'est peut-être controversé. On sait, il y a des allégations dessus. Mais Prime Barry Bonds, tu me mets ça au bâton. T'es pas pire. Ben, to be fair, tu demandes un coup de circuit pour gagner un championnat. C'est un bon gars à avoir pour peu importe, un gars pour frapper des circuits, ça donne qu'il était pas. Ben, frapper au circuit, mais mettons juste à rendre ses buts. Ouais. Ils vont le baller. Ils vont tellement avoir peur de lui, ils vont le baller. Ouais, c'est ça. Avec les buts remplis pour donner le championnat. Ils vont le baller pareil. Mais, tu sais,
ce qui est tellement dommage, c'est que Barry Bonds, ça va être un de ces athlètes qui aurait été absolument incroyable en saison et en série. Ouais. Puis finalement, pour aucun championnat. Ouais. Aucun championnat. Puis sa série mondiale contre les Angels en 2002. Tu t'en rappelles-tu? Non, j'écoutais pas le baseball dans ce temps-là. Dommage. La NFL, c'est le fun parce que vous êtes allé avec 2 carrières. Moi, je vais aller avec un kicker. Parce que moi, dans mon scénario, c'est botter de 55 verges avec 2 points de différence au tableau. Justin Tucker, n'importe quand. Monsieur automatique. Je pensais que tu avais Vinatieri ou Gostkowski, je sais pas. Pas Gostkowski, il était tellement mauvais que les Titans. Il était washed parce que les Titans, c'est ça, hein? Oui, la maison de retraite de la NFL. Monsieur automatique, Justin Fields qui... En fait, aujourd'hui, y a-tu encore le meilleur pourcentage de réussite de placement de l'histoire de la NFL? C'est Young Wiku qui l'a, je crois. Ouais. Mais Justin Fields doit être... Justin Fields. Justin Tucker. Fait deux fois, tu dis. Mais Pop, Justin Tucker. Mais puis pour finir, pour la NBA, Stephen Curry, c'est bon. Mais Damian Lillard, my guy, demande à Paul George quel gars tu veux pas affronter dans un clutch shot enfin en séries éliminatoires. Paul George va te dire Damian Lillard. C'est vrai que Paul George est bien placé pour te répondre, Damian Lillard. Attends, on va revirer la question. On parle de Paul George. Quel joueur veux-tu qui te défende pour marquer un panier ou marquer un but clutch? Moi, je veux que ce soit Paul George qui me défende. Tu veux que ce soit Paul George? Ben oui. Une compilation qui existe sur YouTube de 14 minutes de Paul George. C'est épouvantable. Ou genre Brandon Knight. Brandon Knight qui s'est bâti une carrière pour être le butt-end de highlight des meilleurs dunks de l'histoire. Chaque fois qu'il y avait un jeu spectaculaire, il y avait genre Brandon Knight qui était jamais bien loin. T'es chien, man. Je sais. Pas gentil. Puis la dernière question, les boys. Un petit roulement de tambour ici qui nous provient toujours de Marc-Olivier Cook. Donc, quand même, juste à mentionner que là, on est à la fin des Olympiques. Donc, c'est terminé. Voici tout ce qu'on a eu à Paris. La question n'est pas sur Céline, les gars, par contre. Qui nous demande... Non, Céline est trop occupée à repêcher Ivan Demida, par exemple. C'est ça la Voilà. Pour chacun d'entre vous, cette fois-ci, c'est le fun. On s'adresse directement aux 3 gars. C'est la première fois une question le demande. Quel est l'athlète le plus impressionnant de tous les temps? N'importe quelle discipline / n'importe quel sport disponible. Puis ça, les gars, les options sont illimitées que Pop, tu ne peux même pas cette fois-ci nous revirer ça de bord puis dire non, mais 1 pour chaque sport parce que c'est impossible. Il y en a trop. Mais bon, OK. Moi, je peux y aller en premier. Vas-y. Est-ce que c'est juste les Olympiques ou mettons juste carrière professionnelle? N'importe quel sport. Mais c'est juste aux Olympiques ou tout le... Non, n'importe quoi. Tu veux nommer ton joueur préféré de baseball? Tu veux dire que ton GOAT, c'est Muggsy Bogues? Ton GOAT, c'est Muggsy Bogues? C'est fini là. Non, ça s'appelle Daniel Jones. Tu te calmes, là? Non, écoute, moi, c'est pas... je vais l'avouer, je suis pas un grand expert de sport, là. Okay? C'est pas... je suis vraiment pas un expert. Je le vois une fois aux 4 ans quand c'est aux Olympiques. Mais Simon Biles est tellement en avant de tout le monde en gymnastique. Et sérieusement, des fois, je comprends pas ce qui se passe. Okay? Je vais être honnête, je comprends pas toujours ce qui se passe dans mon écran quand je la regarde. Mais à chaque fois que je la regarde, je me dis, ça, je suis assez confiant que c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Le high test. Oui, puis tu sens qu'il y a vraiment une coche en avant de tout le monde. Ça n'a aucun sens à quel point elle a une coche en avant de tout le monde. Puis c'est... Tu sais, là, elle l'a dit justement la semaine passée, elle l'a dit après avoir gagné sa dernière médaille d'or. Elle l'a dit, tu sais, j'espère être là à LA, mais je vais être vraiment vieille. Elle va avoir 30 ans. C'est vraiment... On est dans 2 registres d'âge différents. Là. C'est pas comme dans la NFL ou la LNH, parce que les gars peuvent jusqu'à 40 ans. Là. 30 ans, c'est très, 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 très vieux. Puis là, elle a fait à 26 ans aux Jeux Olympiques, puis elle a été, encore une fois, elle a dominé la compétition comme si elle a dominé sur toute la ligne. C'est tellement en avance sur tout le monde. Pour moi, c'est elle la plus impressionnante. Même si je comprends pas tout ce qu'elle fait, je me dis que si je comprends pas tout ce qu'elle fait, d'après moi, c'est vraiment impressionnant. Écoute, je vais y aller avec une réponse qui est très basique.
j'aimerais dire, parce que je sais pas, il y a tellement de choses qui font en sorte, je sais pas, qu'un athlète est reconnu au-delà de ses performances, mais pour la personne qui est aussi dans la communauté et tout ça, pour plein de choses. Mais non, je vais rester avec un Olympien aussi, puis c'est un nom qui, le 4 août, était une journée historique pour les États-Unis, parce que c'était la première fois de l'histoire d'une compétition de course à la nage que les Américains n'ont pas gagné la première place. Et puis ça, les gars, c'est à cause de qui que les États-Unis ont toujours gagné ce Christie de concours-là? Je sais pas, je pense qu'il était pas mauvais, ça se peut-tu? Tu parles-tu de moi, Mio? Pas de grand nageur. Oh, un certain Michael Phelps. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien... Il y a beaucoup d'arguments par rapport, justement, à qui peut être le plus grand athlète. C'est rare que quelqu'un va aller à l'encontre de la carrière de Michael Phelps qu'il a eu comme athlète. Une dominance, je ne sais pas quand est-ce qu'on la reverra pour cette discipline-là. Là, on voit une domination de la sorte maintenant à la gymnastique. Mais Michael Phelps pour la nage, c'est mon choix numéro 1. Je vais quand même me permettre une mention honorable. Serena Williams. Ouais. Ouais. Serena Williams, les gars. Elle a gagné un championnat, elle était enceinte. No big deal. No big deal. En fin de carrière. Et enceinte. Queen shit. Queen shit. Pop. C'est tellement large. Puis... Mettons domination. J'essaie de... Tu sais, c'est le fun parce qu'on a vu récemment ESPN faire un classement des meilleurs athlètes du 21e siècle. Puis il y a un nom qui m'avait surpris un peu, que ce gars-là a dominé son sport durant toute sa carrière, mais qui a fait en sorte que personne... il a descendu autant bas parce qu'il y a à peu près 10 personnes sur l'entièreté de la population qui l'aiment. C'est Floyd Mayweather. Vraiment, Pop, j'aurais pas pu lire que t'allais me dire ça. Ah non? Ah non, tu penses? Pas Félix a compris la joke. Ouais. Parce que... Floyd Mayweather, pour ceux qui n'ont pas la référence, Floyd Mayweather est un peu de difficulté en lecture. You really went there. Mio, sacrément. C'est correct. J'ai pas le même compte de banque que lui, là. Fait que n'importe quoi qui arrive, c'est bon. Mais juste pour la fois où 50 Cent l'avait collé puis il avait défié Floyd Mayweather pour 750 000 $, une page d'un livre d'Harry Potter. C'est absolument incroyable. Mais Floyd Mayweather, 50 victoires en 50 combats, 27 KO. Il faudrait que je prendrais plus de temps pour penser vraiment à cette réponse-là. Mais le premier qui me vient en tête, c'est Floyd Mayweather. Puis je me demande à quel point si ce gars-là était aussi aimé qu'il est détesté. Tu sais, s'il y avait un univers parallèle où Floyd Mayweather était autant aimé qu'il est détesté présentement, à quel point dans le classement des meilleurs athlètes du 21e siècle, il serait. Ça serait ça. Je pense surtout au gif de Mayweather qui... Ah oui, qui lance des L au lieu de l'argent. Ça c'en est un bon. Mais bon, merci les gars. Merci à tout le monde qui nous a envoyé des questions, d'avoir participé à cette édition très spéciale de la Triple Menace 100% dédiée au Perron d'Église, où on répond à vos questions ou à vos prédictions les plus folles. Je tiens à dire que là, on approche la fin du mois d'août. Il y a du stock qui s'en vient, notamment une saison de football. Donc, on prépare une émission très spéciale, encore une fois, juste pour vous, dédiée sur la prochaine saison de la NFL. Et en plus de ça, peut-être un petit ajout, certains diront un petit peu fantastique.
pour me permettre le jeu de mots. J'en dis pas plus là-dessus, mais certainement qu'il va y avoir du repêchage sur la table où on va pouvoir jaser de nos joueurs pour la saison qui suit. D'ici là, faites attention à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. Ciao, ciao!